Nicolas Framont, je suis sociologue de formation, sociologue du travail et je suis rédacteur en chef de Frustration Magazine, qui est un média indépendant, nous on dit de critique sociale pour le grand public, c'est-à-dire qui expose les mécanismes de domination et qui réfléchit à comment les renverser. Voilà. Et dans ce cadre, j'écris des livres qui essaient de documenter ce qu'est la lutte des classes et comment on en sort, en tout cas comment on la mène de notre côté. En fait, Frustration Magazine, c'est un magazine que j'ai co-créé il y a longtemps maintenant, en fait en 2013, avec des amis. Et à une époque où on analysait le fait que, enfin, on trouvait qu'il n'y avait pas de publication de gauche radicale, enfin, d'ailleurs, c'est pas ce terme que j'emploierais, mais révolutionnaire, on va dire, ou critique du capitalisme, qui était grand public. Il y avait des revues qui existaient, mais qui étaient très niche, parce que pour des gens qui avaient un fort background en termes de capital scolaire ou qui avait une très forte expérience militante. Et nous, on voulait faire un média qui puisse, qui brise un peu ces codes-là, un peu les codes habituels de l'extrême gauche, par exemple, qui soit pas un média dogmatique et qui soit vraiment accessible le plus possible. Mais en même temps, nous, on avait un parcours de gens qui savaient écrire, en tout cas, on essayait de savoir écrire. Donc, on a vraiment travaillé sur cette écriture, d'avoir une écriture la plus limpide possible, sans que ça sacrifie évidemment la complexité de notre raisonnement. Donc ça a mis longtemps, et c'était un média bénévole, vraiment un très petit tirage, au début sur papier, et on a fait ça pendant longtemps. Et parallèlement à ça, on avait tous des boulots sur lesquels on prenait du temps pour faire ce magazine tous ensemble. Et moi, au bout d'un moment, il se trouve que en 2017, j'étais assez... moi, j'ai plutôt été militant à l'extrême gauche, au NPA, quand j'étais plus jeune. Et puis ensuite, au moment où la France Insoumise s'est créée avec cette ligne qu'on appelait à l'époque le populisme de gauche, c'est-à-dire pas aller sur des clivages droite-gauche, mais sur des clivages sociaux. Moi, ça me plaisait vachement, même si je trouvais qu'il y avait certaines limites, j'avais envie de soutenir ça. Et j'ai été bénévole pendant la campagne présidentielle, notamment j'étais bénévole pour le pôle argumentaire du candidat Mélenchon, c'est-à-dire faire des synthèses sur tout un tas de sujets qui lui servaient ensuite pour ses discours et puis pour ses passages médias. Donc moi j'ai fait ça pendant toute la campagne présidentielle, et puis le plus de militantisme classique, de tractage, etc. Et ensuite on m'a proposé un poste à l'Assemblée nationale quand il y a eu le premier groupe parlementaire de la France Insoumise, où j'étais conseiller parlementaire, donc c'est les personnes qui sont chargées d'être spécialistes d'un thème, donc tu travailles pas pour un député, tu travailles pour le groupe, et tu fais en fait tout le travail de rédaction d'amendements et d'analyse des projets de loi pour aider les députés à avoir des positions et avoir des positions de vote essentiellement. Donc, c'est vraiment un travail de l'ombre, très aliénant, très par ailleurs en termes d'expérience professionnelle, c'est très dur, c'est un métier qui est dur, qui est éreintant et en même temps qui permet de voir les choses de l'intérieur, ça a été une expérience très intéressante. Mais comme beaucoup, je ne suis pas resté longtemps, pour des raisons professionnelles et personnelles d'abord, parce que c'était un boulot qui m'avait épuisé à tout point de vue, et aussi pour petit à petit des questions de divergence politique, c'est-à-dire que travailler dans l'Assemblée nationale m'a permis de voir que la voie du changement parlementaire ou institutionnel était... enfin, je comprends toujours que certains en soient partisans, mais pour ma part, je trouve que je vois pas comment on arrivera à s'en sortir comme ça. Et parallèlement à ça, après différentes autres expériences professionnelles, Frustration a pris de l'ampleur au moment du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire que à ce moment-là, on était passé entièrement sur le web et on avait soutenu très tôt le mouvement des Gilets jaunes, ce qui nous a valu un afflux de lectrices et de lecteurs et qui a créé un peu la notoriété du magazine à partir de ce moment-là. Et petit à petit, on a pu passer d'un modèle bénévole à un modèle rémunéré dans le cas de Frustration. Et donc, c'est devenu un de mes métiers, puisque en plus de Frustration, je continue d'être formateur pour les représentants du personnel dans les entreprises privées, ce que je faisais en fait après la France Insoumise. Et je travaille dans une épicerie de produits locaux le samedi et le mercredi. Donc voilà, j'ai ces différents métiers, parce que par ailleurs, j'ai aussi des expériences dans la vente et dans l'agriculture auxquelles je tiens. Voilà mon parcours mon parcours très vite raconté. En fait, si j'ai pris ce terme de parasite, donc qui était le titre de mon livre voilà, qui s'appelle Parasite, qui est vraiment un livre sur la bourgeoisie, c'est parce qu'il me semble que
Le terme de parasite, il est plutôt associé, enfin ces termes-là, parasite, assistanat, ils sont plutôt associés aux personnes les plus pauvres ou aux personnes racisées. C'est-à-dire que le discours médiatique dominant, c'est une stigmatisation des personnes qui, par exemple, sont privées d'emploi, n'ont pas d'emploi, ne peuvent pas travailler, bénéficient d'allocations, et donc il y a une surfocalisation, ou alors les étrangers qui vont bénéficier d'aide médicale d'État, par exemple, sur la façon dont on va être ponctionné par le bas. Et ce discours, évidemment, il est tenu par énormément de partis politiques, je veux dire du RN, même au Parti communiste qu'il a déjà tenu. Donc c'est un discours voilà, que moi je voulais vraiment retourner, et pour montrer que la ponction de nos richesses, elle se faisait d'abord d'en haut, et je veux dire, les montants n'ont rien à voir, voilà, c'est un fait, pas par l'exploitation au travail. Donc l'exploitation au travail, le fait qu'on travaille quand on est dans le secteur privé pour des gens qui prennent une partie du fruit de notre travail pour s'enrichir, ça c'est voilà, c'est le mécanisme de base du capitalisme. Dans le secteur public, on travaille en subissant des coupes budgétaires, des réductions d'effectifs parce que l'État coûte cher quand on a décidé de faire moins payer les riches et de leur filer des exonérations de cotisations patronales, de réductions d'impôts, etc. En fait, c'est ça que les fonctionnaires et les agents de la fonction publique financent en étant maltraités. C'est toutes ces exemptions d'impôts et de cotisations dont bénéficient les plus riches. Donc pour moi, c'est un fait. Enfin, c'est pas pour moi, c'est pour beaucoup de gens. C'est un fait, en fait, la réalité du fait que la bourgeoisie, c'est une classe qui bénéficie de notre travail, qui se nourrit de notre travail, qui se nourrit de nos impôts. Donc le parasitisme, c'est pas simplement c'est pas un adjectif visant uniquement à la disqualifier sur le plan moral, c'est aussi pour la décrire d'un point de vue scientifique, quoi. En fait, un parasite, c'est une créature qui se nourrit d'une autre sans la tuer. euh, et en utilisant son énergie pour s'engraisser, quoi. Donc c'est cette situation de fait que j'ai voulu décrire. Et il me semble que voilà, l'analogie, elle fonctionne, elle est visuelle, elle est imagée, et elle fonctionne mieux que des explications plus économiques, un peu plus alambiquées. Pour arriver à nous faire ignorer cette réalité du parasitisme, la bourgeoisie et ses satellites surtout mobilisent un discours, on pourrait dire un narratif, qui vise à leur attribuer toujours le beau rôle, quoi. C'est-à-dire que ils cherchent à montrer qu'ils sont indispensables, que ce sont eux qui travaillent le plus. Nous, quand on fait nos portraits dans Frustration, on montre qu'il y a toujours tout un narratif sur ces personnages. On nous dit qu'ils sont géniaux, puis on nous dit qu'ils bossent énormément. Par exemple, que Macron, il dort pas la nuit. Il y a toujours cette histoire de gens qui sont d'immenses travailleurs, alors même que voilà, les grands patrons, encore une fois, c'est avant tout des actionnaires, c'est avant tout des gens qui possèdent. Et donc, ce narratif-là, il vient inverser, c'est-à-dire que par ailleurs, le discours médiatique dominant, il fait des travailleuses et des travailleurs au sens large, c'est-à-dire en fait les salariés, les fonctionnaires, qui sont l'écrasante majorité de la population, ils font d'eux des charges, le discours dominant, c'est de dire qu'il y a un coût du travail, par exemple, plutôt qu'un prix. Enfin voilà, il y a par toute une inversion de vocabulaire, il y a cette idée que c'est nous la charge, alors que c'est nous qui créons, encore une fois, qui produisons les biens et les services qui font tourner la société et surtout le capitalisme. Donc en fait, l'idée, c'est effectivement de réhabiliter cette idée que c'est bien le travail qui fait tourner la société. Et ouais, c'est quelque chose auquel on tient, tout en évitant, et c'est ça qui nécessite une petite gymnastique quand même et certaines précautions, c'est que sans que ça tombe dans un discours qu'on pourrait appeler de travailliste, c'est-à-dire qui érige le travail comme une valeur en soi, qui donnerait une supériorité morale. C'est pas ça, nous, ce qu'on décrit, c'est une situation de fait. C'est qu'effectivement, il y a toute une partie de la population qui produit les richesses dont bénéficie une toute petite minorité. C'est ça qu'on essaie de montrer. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit absolument se tuer à la tâche au travail, que la production de biens et de services est l'horizon indépassable de la vie humaine, etc. etc. La question, c'est comment la lutte des classes se manifeste. La lutte des classes que la bourgeoisie nous mène, elle se manifeste tous les jours sur le plan de la violence des discours médiatiques, sur les politiques menées. Le vote d'un budget en ce moment, c'est une guerre des classes qui nous est menée, c'est nous retirer des choses, nous faire payer davantage et eux payer moins, etc. Alors là, on voit clairement comment ça se passe. Les violences policières, c'est une guerre de classes qui nous est menée, qui cible particulièrement les quartiers populaires et les personnes racisées. Et donc la question, c'est comment nous, on rend les coups, quoi. Et ça... je pense qu'on est un peu à une période charnière où on se rend compte que les moyens qu'on nous encourage de prendre, c'est-à-dire les moyens légaux, les moyens officiels, sont inefficaces. Donc par moyens légaux, moyens officiels, j'entends les élections, la manifestation syndicale, et de plus en plus quelque chose qui est devenu une action symbolique et plus une action de rapport de force.
Et la question qu'il faut se poser pour mener la lutte des classes, c'est comment on exerce notre force. La bourgeoisie, on voit bien comment elle exerce sa force par les lois qu'elle prend, par la police, par sa violence discursive. Mais nous, comment on exerce notre force, quoi. Et je pense qu'on a une étape où on se rend compte que les moyens qui sont mis en avant, et même ceux qui apparaissaient a priori les plus subversifs, par exemple la manifestation, quelque part participent presque du maintien de l'ordre établi. Et ça me fait mal de le dire, parce que moi j'y ai beaucoup cru. Je ne sais pas à combien de manifestations j'ai participé dans ma vie, mais force est de constater, le bilan est là, qu'une manifestation déclarée en préfecture, encadrée par des syndicats qui eux-mêmes ont considérablement évolué dans leur discours et dans leur pratique vers quand même un discours de plus en plus de maintien de l'ordre établi. C'est des syndicats qui, même la CGT, s'abstiennent absolument d'avoir un discours sur les luttes des classes, s'abstiennent absolument d'avoir un discours contre les institutions existantes. C'est flagrant. Et nous, quand je dis nous, c'est les travailleuses et travailleurs, les autres, le peuple, quoi. On prend part à ces exercices-là avec de moins en moins de conviction. Donc, et d'ailleurs, on y prend de moins en moins part, que ce soit les élections, que ce soit les manifestations, que ce soit les pétitions. Et donc face à ça, comment on peut agir autrement et créer un véritable rapport de force. Le mouvement des Gilets jaunes, effectivement, a été vraiment une leçon très importante que tout le monde n'a pas retenu, mais nous, en tout cas, à Frustration, on l'a retenu, c'est qu'il y a plusieurs choses qui créent énormément de peur chez la bourgeoisie. C'est l'indétermination, c'est quand elle ne sait pas à qui elle a affaire, et c'est l'absence d'anticipation de ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on met en risque la bourgeoisie en mettant en place des modes d'action dont aucune des modalités ne sont décidées à l'avance, ou en tout cas ne sont prévisibles. L'imprévisibilité, voilà, l'imprévisibilité, l'indétermination. La bourgeoisie ne savait pas à qui elle avait affaire, elle n'avait aucun leader enfermé dans une pièce pour discuter, elle n'avait aucun cadre institutionnel sur lequel se reposer, c'était ni des partis, ni des syndicats, et ensuite... il y avait une imprévisibilité, c'est-à-dire qu'on ne savait pas ce que ça allait donner, ces manifestations, le parcours n'était pas connu à l'avance. Et ensuite, il y a l'établissement d'un rapport de force par l'atteinte directement au lieu de pouvoir et aux perturbations de l'économie. Donc la perturbation de l'économie, c'était globalement les blocages de ronds-points, toutes ces actions, parce qu'en fait, il y en a eu énormément sur tout le territoire pendant toute la durée du mouvement des Gilets jaunes, et l'atteinte au lieu de pouvoir, ça a été les attaques contre les préfectures, contre les beaux quartiers parisiens, etc. Et ça a produit une peur, et cette peur... Elle a été suffisamment puissante pour que le mouvement des Gilets jaunes soit le seul qui ait obtenu des choses sur les mouvements sociaux depuis les mouvements sociaux nationaux, j'entends, depuis 2006. Vraiment, c'est la seule fois où il y a eu des victoires. On va dire que ce n'est pas des victoires importantes, mais quand même, ça a été un mouvement de redistribution vers le bas. C'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation, par exemple, de la prime d'activité, etc., qui n'est pas un bon mécanisme, que je prône pas, mais par ailleurs, voilà, il y a eu des résultats. Et puis ensuite, ça a créé une peur suffisamment grande pour que rien que quand il y a eu une annonce du mouvement du 10 septembre et que ce mouvement était indéterminé et imprévisible, le gouvernement s'est complètement effondré sur lui-même. Il y a eu une peur qui a été créée par le traumatisme créé par les Gilets jaunes. Alors, le mouvement du 10 septembre, ce qui est fou, c'est que pour moi, c'est un mouvement qui a eu des effets avant même qu'il ait lieu, et plutôt avant qu'après. C'est-à-dire qu'il y a un lien clair entre, par exemple, la démission de François Bayrou et le mouvement du 10 septembre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Bayrou annonce son budget vraiment sanguinaire en juillet, il y a cette annonce sur les réseaux sociaux de on ne sait pas qui sur un mouvement du 10 septembre. Il y a un mot d'ordre qui était en gros, le mouvement du 10 septembre, quelle était la règle? C'était un peu, faites ce que vous voulez, mais faites pas des manifestations. C'était un peu ça, finalement, qui était diffusé sur les réseaux sociaux. Donc il y avait un rejet explicite des cadres institutionnels de l'action mobilisatrice, quoi, et qui est lié, en fait, aussi, qui est une leçon directe du mouvement contre la réforme des retraites de 2023. Voilà, je pense qu'on l'a tous en tête, mais 2023, vous n'avez jamais eu autant de gens dans les rues de France de toute notre histoire sociale, mais vous avez des syndicats qui l'intersyndical, c'est-à-dire la réunion des directions des grands syndicats qui ont eu une action complètement attentiste, n'ont pas du tout profité de cette opportunité et l'ont plutôt étouffé dans l'œuf. Et donc, en fait, le mouvement du 10 septembre, il y avait ce précepte de on ne fait plus appel à des organisations qui jouent contre nous et on fait les choses nous-mêmes. Et on le fait selon des modalités qui exercent un rapport de force avec la classe dominante en perturbant le cours normal des choses
dans le capitalisme, à savoir par exemple le flux de circulation. Donc c'était extrêmement prometteur et ça a provoqué une énorme peur. Et donc nous, on y a évidemment appelé, on l'a analysé, on a essayé de comprendre ce qui s'est passé. Mais pour moi, en fait, c'est difficile de résumer la cause de l'échec, parce que ce mouvement, c'est un échec. C'est-à-dire que je pense que peut-être que vous aviez la même anticipation, mais moi, en m'engageant dans ce mouvement, le magazine en s'engageant dans ce mouvement, ce qu'on voulait, c'était globalement la reproduction d'un mouvement type Gilets jaunes, c'est-à-dire un mouvement long. Or, ça a été un mouvement extrêmement court. Et ça, c'est très déstabilisant. En fait, le mouvement, il a déjoué des pronostics. Il a été tout début septembre, alors que d'habitude, donc il a été hors de la routine. Normalement, il y a un calendrier de la mobilisation, c'est-à-dire le temps que les syndicats reviennent de vacances, etc. Et pardon, mais c'est le cas, hein, les directions syndicales ne se sont pas réunies pendant l'été parce qu'ils étaient en vacances ou parce qu'ils ne voulaient pas se réunir. Toujours est-il que là, vous avez un mouvement dès la sortie de l'été, ce qui est hyper rare. Vous avez un mouvement qui n'obéit à aucun cadre résistant, avec des actions qu'on peut qualifier de radicales, au sens qu'ils s'en prennent directement aux causes du problème. Et c'est une réussite sur le plan quantitatif, c'est-à-dire contrairement à ce qui avait été annoncé, ça n'a pas été un mouvement minoritaire, et c'est la première fois que des partisans d'actions directes sont aussi nombreux. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des gens qui ont voulu bloquer des entrepôts, des hypermarchés et des autoroutes lors des mouvements sociaux, même en 2023, mais c'était toujours en marge d'un mouvement globalement très prévisible. Et là, c'était 300 000 personnes apparemment, selon les chiffres. Donc c'est énorme. Et pourtant, ça n'a pas été reconduit, ça n'a pas duré. Les unités de base, c'est-à-dire un peu les comités par ville ou les AG, etc., je sais qu'il y a énormément d'endroits, dont dans ma ville, où ça s'est maintenu, c'est-à-dire qu'il y a régulièrement des réunions, on continue de faire des actions, mais c'est des actions de bien moindre ampleur, avec beaucoup moins de monde. Donc, c'est une réussite sur le moment, mais qui ne s'est pas traduite en mouvement social de long terme, et ça interroge. Donc, il y a plusieurs causes, hein. Je pense que une cause qui est souvent avancée, et je pense que c'est partiellement vrai, c'est que ça n'a pas ramené la même base sociale que le mouvement des Gilets jaunes. Voilà, je pense que tout le monde s'en est rendu compte. On était plutôt sur les franges habituelles du mouvement social de gauche, mais disons la frange la plus anticapitaliste, ou en tout cas celle qui avait le plus envie de se dégager des cadres qui nous faisaient perdre. Donc quand même, voilà, et c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'était un peu attendu. Quand un mouvement commence à être coloré politiquement, vous avez une chance que sur les lieux où ça se passe, il y ait effectivement des gens qui se ressemblent politiquement et socialement. Mais c'est vrai que par conséquent, ça n'a pas réussi à créer ce que je pense on espérait, c'est-à-dire un mouvement très représentatif des classes laborieuses dans leur diversité. C'était pas le cas. C'était pas le cas, mais c'est dur à mettre en place. Mais pour moi, c'est pas ça qui explique le fait que ça n'avait pas marché dans la durée. Parce que, après tout, ces gens auraient pu tout autant continuer. Mais pour moi, c'est qu'on s'est arrêté au milieu du gué. C'est-à-dire que le mouvement du 10 septembre, c'était un rejet des professionnels du mouvement social, que sont les syndicats, les partis, etc. Mais pour moi, le cordon n'a pas été tout à fait coupé. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que après le 10, tout le monde a attendu le 18, qui était la date annoncée par les syndicats. Annoncée par les syndicats et clairement la manœuvre était claire, pour couper l'herbe sous le pied du mouvement du 10, pour l'enjamber et pour le desservir. Parce que clairement, même la direction de la CGT a eu des mouvements durs contre le mouvement du 10 septembre, qui a été accusé d'être un mouvement proche de l'extrême droite, ce qui s'est avéré d'ailleurs être empiriquement complètement faux. C'est ça qui est fou, hein. C'était de la pure calomnie. Eh bien, cette date-là a été maintenue, et les participants au mouvement du 10 septembre, et j'avoue, dont moi, se sont dit, tant qu'à faire, autant utiliser cette date pour prolonger le mouvement. Et en fait, pour moi, ça a été un énorme piège, c'est-à-dire que du coup, après avoir fait des choses vraiment très, très inhabituelles, très subversives sur le 10 septembre, on est retourné sur un mouvement très classique sur le 18, et on s'est remis quelque part dans le carcan des directions syndicales et de leurs réflexes. Et qu'est-ce qu'ont fait ces directions syndicales après nous avoir remis dans leur carcan, et qui est notre erreur à nous, enfin je veux dire, à participants du 10 septembre, on n'aurait pas dû, ou en tout cas on aurait dû y aller avec énormément de distance, elle nous a mis dans une position d'attente, et on est retourné sur les mêmes routines, c'est-à-dire qu'après le 18 septembre, l'intersyndicale a annoncé qu'elle allait négocier avec le gouvernement, il n'y avait pas de gouvernement à ce moment-là, pas un gouvernement démissionnaire, et qu'ensuite elle annoncerait une date après avoir posé un ultimatum. Et cet ultimatum a juste été un prétexte pour casser le rythme. Et en fait, un mouvement social, on sait que c'est une affaire de rythme. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est tous les samedis, les gens se retrouvent et leur vie est organisée autour de ça.
Et nous, en fait, en se mettant en dépendance d'un calendrier syndical fait par des gens qui n'avaient pas envie qu'il y ait un mouvement social, parce qu'en fait, c'est ça, l'intersyndical, c'est des directions de syndicats qui n'avaient pas envie que le mouvement ait lieu. Voilà. Et en attendant, en ne proposant rien après le 18, et ils ont tué ce mouvement-là. Et nous, et je dis nous, c'est-à-dire les participants du mouvement du 10 septembre, n'ont pas réussi, et ça c'est aussi un échec, et je ne sais pas quelles sont ses causes, mais en tout cas, à remobiliser par derrière. Et, et ça serait facile, et je pense qu'on l'a trop fait, de faire peser la faute uniquement sur les directions syndicales. Voilà, je pense qu'il va falloir accepter le fait que les directions syndicales ne sont pas là pour créer des mouvements potentiellement révolutionnaires ou insurrectionnels, ni même de mouvements qui créent un rapport de force. Elles sont là pour créer des mouvements qui lui permettent d'avoir une certaine légitimité vis-à-vis de ses interlocuteurs institutionnels. Euh, et par conséquent, leur faire confiance et se reposer sur eux est une erreur de notre part, quoi. C'est se remettre en passivité alors qu'on avait repris notre autonomie véritablement d'une fraction des classes laborieuses, encore une fois, c'était pas tout le monde, mais c'était quand même la fraction sociale sans doute des classes laborieuses, avec une surreprésentation de métiers dans l'enseignement, dans la santé, etc. Moi, c'était clairement le cas sur mon rond-point à moi, mais quand même, c'est une partie des classes laborieuses, mais on a encore eu ce réflexe de s'en référer aux syndicats, et je pense que c'est une grosse partie de l'explication. Pas la seule, mais c'est une grosse partie. Donc, comment on fait une fois qu'on a dit tout ça pour essayer de préparer la suite? Voilà, tirer des leçons de nos échecs, qui sont des semi-échecs. Encore une fois, moi je pense que ce qui s'est passé le 10 septembre, ça reste historique. Pour moi, ça reste une rupture. Il y aura un avant, un après 10 septembre. C'est-à-dire le 10 septembre, c'est la rupture avec des modes d'action traditionnels et c'est la reprise en main de modes d'action qui créent un rapport de force. Et tout le monde a été débutant en la matière, puisqu'en fait, les participants du 10 septembre, c'était des gens qui n'avaient pas l'habitude de faire ça, qui étaient, à mon avis, la plupart des participants de mouvements sociaux classiques, qui ont décidé de faire autre chose. Et moi, pour ma part, ce à quoi j'ai participé, ces tentatives de blocage, etc., ça nécessite une logistique, une psychologie différente que simplement se rendre un peu passivement à une manifestation et la finir, etc. Ça demande beaucoup plus de créativité, d'imagination, de se demander voilà, qu'est-ce qui crée du rapport de force, comment le mettre en place, comment jouer avec la question de la légalité, comment se protéger, comment gérer la répression, bref. Mais pour moi, ça crée un précédent. Ceci étant dit, voilà, à Frustration Magazine, en tout cas, on réfléchit à comment on peut reprendre le dessus, puisque, encore une fois, c'est pas l'envie qui manque, ça c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire que des mouvements sociaux en France, comme en Belgique, comme ailleurs en Europe, comme ailleurs dans le monde, en fait, en ce moment, il n'y a pas un mois sans qu'il n'y ait pas un énorme mouvement social quelque part dans le monde. Et en France, depuis Macron, tous les ans, il y a des tentatives de rétablir un rapport de force. Donc c'est pas l'envie qui manque, ça c'est une première bonne nouvelle, parce que bon, on pourrait aussi, la pire situation, ça serait... la plupart des gens sont contents avec le capitalisme et veulent rien faire. C'est pas notre cas. Genre, toutes ces enquêtes d'opinion, statistiques montrent que les gens souffrent globalement et sont en colère contre les institutions, ne leur font plus confiance. Donc voilà, idéologiquement, on a vraiment remporté des victoires, mais par contre, sur la pratique, on n'est pas au point. Comment on peut être au point? Il y a deux choses. Une des réflexions sur lesquelles on aboutit de plus en plus à frustration en regardant la situation, c'est que il va peut-être être temps de se désaffilier et de couper le cordon. Quand je dis couper le cordon, j'utilise cette métaphore parce qu'il y a une dimension un peu, un peu affective. C'est-à-dire quand on a été socialisé dans le mouvement social, on est attaché par tradition aux syndicats et aux partis de gauche, par exemple. Et du coup, certains en font d'ailleurs encore partie, et on est un peu pris dans un entre-deux. De la fois, on sait qu'il faut être plus autonome et que en fait, ces structures nous tirent vers le bas, et en même temps, on y est attaché pour des raisons traditionnelles. C'est pour ça que je dis couper le cordon, parce que par contre, il faut regarder les faits. Quand on regarde la position de tous les syndicats, et j'inclus même Solidaire, et ça me fait mal, mais Solidaire a continué de participer à l'intersyndicale, a co-signé ces textes, qui ont été des textes de reddition, vraiment, il faut le dire, face à une crise institutionnelle avec un énorme potentiel de faire tomber la Ve République, ils n'ont rien fait. Face à un nouveau budget catastrophique, ils font à peu près rien.
Donc en fait, on ne peut plus compter sur eux pour des raisons sur lesquelles on pourrait en parler longtemps, mais c'est ce qu'on appelle la bureaucratisation. C'est-à-dire que ces structures-là, le principe de bureaucratisation, c'est que plutôt que de te battre pour ce pourquoi ton organisation est faite, tu te bats pour la prospérité et le maintien de ton organisation. C'est ça la bureaucratisation. Et voilà, les syndicats sont bureaucratisés au sens où on voit bien que leur personnel se battent pour des choses qui ne sont pas ce pourquoi se battait la CGT au XXe siècle, à savoir l'abolition des classes sociales et la fin du capitalisme, qui me semble pourtant être l'objectif qu'il faut garder, parce que c'est un objectif réaliste et sans lequel on ne peut pas avancer. Et par conséquent, comme ils se battent plus là-dessus, comme ils ont d'autres impératifs sur le plan personnel, sur le plan institutionnel, on ne peut pas compter sur eux. Et c'est pas grave, ça veut pas dire que c'est des gens parfaitement, ça veut pas dire que c'est des méchants. Par ailleurs, il se trouve que dans des situations locales, ces syndicats, pour certains, font encore du très bon travail. Mais par contre, je pense que dans une perspective, si on veut se confronter à un gouvernement, se confronter à une classe capitaliste à l'échelle d'un pays ou à l'échelle du monde, on peut en parler aussi, les syndicats, tels qu'ils sont actuellement, ne sont pas la bonne institution auquel il faut faire appel. Ce n'est pas des organisations qui vont nous y aider, c'est plutôt des organisations qui ne vont pas nous y aider, qui vont nous décourager, qui vont bouffer notre énergie, parce qu'il y a aussi ça, dans le mouvement social, il y a beaucoup de syndicalistes. Avec moi, sur le 10 septembre, c'est beaucoup de gens qui sont syndiqués, mais en fait, pourquoi ils vont dans des cadres type 10 septembre et pourquoi ils se mettent en retrait de leur syndicat? Mais parce que ça leur bouffe de l'énergie. Parce qu'en fait, ils sont pris dans des conflits internes, toutes leurs initiatives sont tuées dans l'œuf. C'est aussi ça, la bureaucratisation. La bureaucratisation, c'est un truc qui va vous vider de votre énergie au profit d'autre chose. Ça peut être des réunions rallonges, ça peut être des conflits de personnes, ça peut être des élections internes, bref. Donc, ça, c'est peut-être qu'il faut faire son deuil de ce syndicalisme-là. Ensuite, il faut aussi peut-être accepter de se désaffilier de la gauche. Et c'est vraiment une réflexion qu'on a en ce moment et qui est compliquée parce que se désaffilier de la gauche, ça a déjà été fait, ce qu'on appelle le populisme de gauche, ou le populisme, c'est de dire ce qui compte, c'est pas le clivage entre la gauche et la droite, c'est le clivage entre le peuple et les élites. Et moi, ça, j'y crois. Le problème, c'est que cette rhétorique-là a été instrumentalisée par des gens qui ont voulu mettre la centralité de la question de la lutte des classes pour écraser tout le reste et trouver ça comme prétexte pour plus s'occuper de l'antiracisme et plus s'occuper, par exemple, du féminisme, pour prendre que ça. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Moi, je pense qu'on peut tout faire à la fois, mais que la latéralité gauche-droite, qui est quand même une invention du parlementarisme bourgeois, nous tire vers le bas parce qu'en fait, on a en permanence de faux alliés. Et les faux alliés, c'est par exemple la gauche modérée, etc. Et c'est des gens... On est censé être dans le même camp. Nous, on nous dit tout le temps ça. Quand on dénonce leur manœuvre, on dit vous pouvez pas taper sur des gens qui sont dans le même camp que vous. Mais moi, je crois pas en fait qu'on soit dans le même camp, en réalité. Si le camp est lié à la lutte des classes, et même d'ailleurs sur les questions de racisme, même sur les questions sur Gaza, on voit bien qu'en fait, le clivage, Alors, c'est clair que la droite, c'est nos ennemis, mais qu'au sein de la gauche, il y a des gens sur lesquels on n'a pas pu compter et qui nous ont tirés vers le bas et qui ont retardé activement le fait de nommer, par exemple, le génocide à Gaza. Enfin, voilà, donc en fait, ça marche aussi. C'est pas seulement sur le terrain de la lutte des classes qu'il y a un énorme problème et que nous, on essaie de le nommer. Et donc, une fois que j'ai dit ça, par quoi on remplace ça si on peut plus compter sur les partis de gauche, en tout cas une grande partie d'entre eux, ni sur les syndicats? Là-dessus, notre position va être caricaturée, et je pense que la vôtre l'a aussi été, sur une position spontanéiste, c'est-à-dire qu'on est des doux rêveurs qui croyons que sans organisation, les gens peuvent agir librement et que ça va être le grand soir. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Donc évidemment, c'est pas du tout ça qu'on imagine. Moi, pour ma part, et vraiment l'hypothèse très personnelle que j'ai pour avoir bien travaillé sur les questions du travail et de l'organisation dans les entreprises contre l'aliénation capitaliste, je crois qu'il va nous falloir une autre confédération syndicale, par exemple. Et qui s'appellera ou pas confédération syndicale, mais il va nous falloir une organisation des travailleuses et des travailleurs sur leur lieu de travail et au niveau national et au niveau régional qui se fasse sur des nouvelles bases et sur de nouvelles pratiques. Parce qu'en fait, les pratiques du syndicalisme actuel ne sont pas adaptées, notamment aux générations entrantes sur le marché du travail, aux jeunes générations, ne sont pas adaptées aux postes précaires, elles ne sont pas adaptées à la façon dont le management opère, etc. Et c'est pas pour rien qu'il y a des secteurs qui sont surreprésentés dans le syndicalisme et d'autres qui sont sous-représentés. Par exemple, les salariés des petites entreprises, par exemple, les salariés de la restauration, par exemple, les salariés de la logistique sont sous-syndiqués par rapport à d'autres secteurs qui ont été moins transformés par le capitalisme contemporain. Et donc, ça veut dire qu'il faut créer quelque chose de nouveau. Et je pense qu'il nous faut une nouvelle organisation syndicale parce qu'on a besoin de s'organiser à l'échelle du lieu de travail, parce que c'est là qu'on peut créer le rapport de force le plus efficace via la grève, mais qu'actuellement, aucune organisation syndicale ne veut lancer de grève au niveau national. Et
on n'arrivera pas à les changer d'intérieur. Certains ont essayé, n'y arrivent pas. Et maintenant, ça fait 10 ans qu'on se plaint tout le temps qu'ils font pas le boulot, et on peut continuer à se plaindre éternellement comme ça, mais ça changera rien. Enfin, voilà, les insulter ne changera rien, les traités de traite ne changera rien. Et c'est pareil avec la gauche pour moi. Nous, on a passé beaucoup de temps à dire, voilà, la gauche modérée fait ceci, ils sont pas ceux-là, on peut pas compter sur eux. Bah, du coup, prenons-en acte et désaffilions-nous, quoi. Désaffilions-nous pour créer des cadres d'organisation très différents. Et j'en viens à la question des cadres d'organisation maintenant. Ça passe par des changements de discours. Donc, par exemple, dans les changements de discours, c'est assumer un discours anticapitaliste et assumer, pas seulement par la négative, mais le fait qu'on veut créer une société sans classe, par exemple, qu'on veut une société qui abolisse le colonialisme, le racisme, le patriarcat. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle rêver grand. Alors, ça fait un peu slogan de banque ou de complémentaire santé, donc je fais attention, mais c'est cette idée-là, c'est que l'objectif, il doit être mis très haut, parce que c'est ça qui nous guide. Et quand on voit bien les organisations syndicales qui n'ont plus d'objectif, enfin voilà, tu prends un tract de la CGT, maintenant l'objectif c'est défendre les salariés. Bah très bien, évidemment il le faut, mais c'est plus lié à un objectif plus large qui est faire en sorte qu'il n'y ait plus de salariat par exemple. Bon bah ça c'est l'aspect discours. On va dire ça c'est presque le plus facile. Et ensuite il y a la question des pratiques. Et ça, je peux effectivement parler de mon expérience. Nous ça fait 1 an à Saintes dans ma ville en Charente-Maritime, donc c'est une ville de 30 000 habitants qui ressemble à énormément d'autres. Voilà, sans dénier notre originalité, c'est une ville extrêmement banale. C'est un peu une ville témoin, quoi, avec son petit centre historique, avec ses centres commerciaux, avec quelques grandes entreprises locales, mais de moins en moins, qui a subi une désindustrialisation, qui essaie de se reconvertir dans le tourisme vert. Enfin voilà, ça ressemble à énormément de villes. Et donc, et comme énormément de villes, l'extrême droite y a pris énormément de voix. Donc après les législatives euh, exceptionnelle de 2024, on a décidé de mettre en place un collectif de lutte contre l'extrême droite qu'on a appelé Réseau de résistance citoyenne, et on a appliqué un certain nombre des choses pour ne pas reproduire l'écueil des organisations existantes. Donc par exemple, se déspécialiser, dire on n'est ni un syndicat, ni une asso, ni un parti, on fait ce qu'on veut. Ensuite, c'est essayer d'agir sur le quotidien des gens, proposer des services, créer de l'entraide. Et ensuite, sur les pratiques, c'est ne pas reproduire les pratiques oppressives, excluantes du militantisme traditionnel. Donc, c'est-à-dire à la fois être très ferme sur ses principes et sur nos valeurs, et en même temps être très accueillant. Je pense qu'on peut faire les deux à la fois. C'est pas faire enfin, nous, on a une règle, par exemple, aucune réunion ne dure plus de 2 heures, quelle que soit la période, quel que soit le sujet, voilà, quelle que soit l'urgence. Et c'est très bien parce que du coup, quand on se fixe 2 heures à l'avance, on les tient. C'est bête, mais c'est des détails, parce qu'en fait, la question des longues réunions, moi j'en parle à chaque fois, ça a l'air d'être complètement anecdotique, mais c'est ce qui fait que tu vas pouvoir avoir des gens qui ont des enfants, qui ont un boulot fatigant. Les gens qui ont un boulot crevant et des enfants, par exemple, pourquoi ils arrêtent le militantisme vers 25-30 ans? Parce que souvent on observe un creux sociologique. Dans le militantisme, il y a souvent des étudiants, enfin des gens jeunes et des retraités. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les modalités d'engagement sont inaccessibles à des gens qui ont une vie suffisamment galère pour pas se rajouter à des réunions de 3 heures avec des gens qui parlent 10 minutes d'affilée, quoi. Donc en fait, cette chose-là, c'est aussi cette question de comment on prend soin des gens, comment on les accueille, comment on fait en sorte que ce militantisme-là, il soit pas aliénant, qu'il crée pas de conflit de personnes. Voilà, comment on reproduit pas ce qui fait que le militantisme actuellement, et même le syndicalisme, c'est une pratique excluante qui crée un tri social et qui fait qu'il ne peut pas, qu'il n'est plus depuis fort longtemps représentatif socialement et qui représente plus du coup les classes laborieuses, quoi. Donc voilà, c'est un mélange de rupture, de changement de discours et de changement de pratique. Et comme ça, j'ai l'air d'être très donneur de leçons et je veux pas. Voilà, nous, c'est des axes de travail qu'on a à Frustration et c'est des conclusions qu'on tire et c'est des pratiques qu'on expérimente en tant que militant, en tant que syndicaliste, qu'on essaie vraiment d'appliquer, quoi. Et il me semble que c'est à ce prix qu'on pourra reprendre l'avantage. Tout à fait hypothétiquement, évidemment, et sans velléité de ma part, s'il y avait 24 heures sans police, c'est-à-dire si pendant 24 heures, la puissance répressive de l'État au service du capitalisme ne pouvait pas agir, qu'ils étaient mis en pause et que nous, on pouvait agir, je pense que une des choses qu'il faudrait peut-être faire, parce que l'idée c'est de préparer une action qui va avoir des conséquences pour la suite, qui va les faire plier. Quand je dis les, c'est la classe bourgeoise, la classe possédante. Peut-être, mais vraiment c'est ce qui me vient à l'esprit, et donc les gens qui vont regarder cette vidéo, entre-temps, ils iront réfléchir, ils là, c'était nul comme réponse. Mais moi je crois que par exemple, si
tous les participants du mouvement du 10 septembre, ne serait-ce que ces 300 000 personnes, qui étaient très réparties dans le territoire, soit dit en passant. Et ça, c'était une des forces du mouvement dont on n'a pas parlé. C'est que c'était pas un mouvement parisien ou centré sur les métropoles, c'était un mouvement très décentralisé et très représenté dans les petites villes. Bah, si tous ces gens-là allaient, pendant ces 24 heures, installer des campements durables avec vraiment des barrières, etc., sur toutes ces autoroutes de France, et éventuellement dans les gares, mais vraiment je pense aux autoroutes parce que c'est par là que transite le trafic de marchandises, beaucoup plus que beaucoup plus que sur le ferroviaire maintenant, malheureusement, et qu'on installait ça en place et qui devenait vraiment un camp de base pour toutes ces villes, tous ces villages capables voilà, de bloquer durablement les flux de circulation pendant une durée, enfin avec un tel niveau de complexité de nos ouvrages que ça nécessiterait des semaines pour pouvoir faire repartir le cours normal de l'économie capitaliste, bah, au moment où les 24 heures se terminent, on a un capitalisme à l'échelle d'un pays. Évidemment, l'idéal, c'est que ça soit organisé à une échelle interétatique, enfin inter-pays, qui est plus capable de fonctionner et qui fait perdre en 24 heures énormément d'argent à toute notre économie. Enfin, toute l'économie de la livraison, etc. etc. Tout l'échange de marchandises entre des entreprises. Ouais, ça, encore une fois, si le but, moi je pense que le seul rapport de force qu'on peut mettre en place avec les capitalistes est de les prendre au portefeuille, alors ce type d'action peut vraiment leur faire perdre tellement d'argent qu'on les mettrait à genoux en quelques temps et qui nous supplierait de pouvoir reprendre le cours normal des choses et que pendant cet intervalle, on pourrait obtenir énormément de choses et peut-être aussi poser les bases d'une autre organisation. Voilà, c'est une hypothèse, encore une fois, tout à fait de sociologue absolument distancié du terrain et neutre. Donc l'affaire Luigi Mangione sur laquelle j'ai écrit un petit livre, c'est une affaire qui est intéressante parce que c'est, comme je le dis, cette affaire, elle pose des questions. Elle a eu quelque chose de... déjà, ça a été l'irruption de quelque chose. Donc ça, c'est toujours intéressant. Il se passe un truc qui n'était pas prévu. Le truc qui n'est pas prévu, c'est le PDG d'une des plus grosses assurances santé privées des États-Unis, au moment de se rendre à son assemblée générale d'investisseurs, est tué en pleine rue par un parfait inconnu. Ce parfait inconnu, le principal suspect, c'est quelqu'un qui n'a pas le profil d'un militant révolutionnaire voilà, très socialisé à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Donc il a créé énormément de mystères, et ce mystère, et la radicalité de son action, a créé énormément de sympathie, ou en tout cas d'attraction. Et moi, j'ai voulu travailler sur cette attraction. Elle a énormément de facteurs, mais pour moi, il y en a un, c'est que ce qui s'est passé pose la question, et enfin, le principal suspect, Luigi Mangione, la pose, c'est, lui, il dit dans son manifeste, lorsque toutes ces formes de communication ont échoué, la violence est la seule possible. Et évidemment que cette phrase, et il dit aussi, ces parasites l'ont bien cherché. Ouais, ces énoncés-là, ils questionnent parce que ils sont entrés en écho avec énormément de gens qui se posaient les mêmes questions et qui disaient est-ce que, bah, effectivement, quand il dit les formes de communication ont échoué, je pense qu'en France on vit ça, dans d'autres pays on vit ça, c'est-à-dire qu'on essaye. Sous Macron, il y a eu énormément de formes de communication différentes qui ont été ouvertes et toutes refermées. Donc tantôt c'était les cahiers de doléances des Gilets jaunes, tantôt c'était le grand débat national, tantôt c'était la Convention citoyenne pour le climat, évidemment les élections. Et en fait à chaque fois, les résultats n'ont jamais été respectés par Macron, mais en général, et ils ont été enterrés. Donc en fait, c'est des formes de communication où on est censé pouvoir dialoguer, qui ne mènent à rien. Et tout le monde connaît ça dans son entreprise, dans son service public, où il y a des pseudo-consultations, des boîtes à idées, des réunions de négociation avec le CSE, avec les représentants syndicaux, et ça n'aboutit sur rien. Donc en fait, c'est quand même dérangeant parce qu'il parle d'une expérience quand même très connue, et lui, il propose une conclusion qui est radicale, qui est le meurtre. Donc, moi, je trouve cette histoire, elle est intéressante, euh, par l'onde de choc qu'elle a créée et par les questionnements qu'elle a activés. Face à ce qui s'est passé, donc cet événement, il y a une réaction un peu, moi je dirais dogmatique, qui est de dire, et d'ailleurs que nous on a vraiment reçu, nous on a écrit un article, La frustration, peu après son arrestation, en disant voilà, est-ce que ça interrogeait, est-ce que ça disait de l'état du rapport de force, que ça posait la question de la violence, qui était une question qui n'était plus posée par exemple les mouvements, voilà, les professionnels du mouvement social dont je parlais avant, ils ne la posent plus.
D'ailleurs, la question du rapport de force n'est pas posée. Donc, nous, on disait, c'est bien, c'est intéressant, ça pose ça. S'il est autant apprécié, c'est parce que ça pose aussi la question, et j'en parle dans le livre, de la violence du capitalisme, d'abord. C'est-à-dire, paradoxalement, le meurtre de Brian Thompson, donc le PDG d'United Healthcare, cette assurance santé privée des États-Unis, a exposé tout d'abord la violence de cette entreprise, qui donc faisait du refus de remboursement, refus de prise en charge de soins auprès de ses assurés. Et aux États-Unis, il n'y a que ton assurance qui peut te rembourser tes soins. Donc si elle refuse, y compris des soins vitaux, tu peux en mourir. Et on estime à 50 000 le nombre de personnes qui meurent à cause de ça. Donc en fait, cette affaire, alors même que c'était un meurtre, a d'abord éclaboussé le capitalisme en montrant sa violence. Et mon livre, il parle beaucoup de ça d'abord, c'est de la violence du capitalisme, en disant en gros, on nous a fait le livre noir du communisme, en disant le communisme a fait tant de morts et tout, c'est une réalité. Enfin, en tout cas, les régimes inspirés du communisme ont été très meurtriers, mais le capitalisme, c'est un système très meurtrier. Et il est de plus en plus meurtrier, et je me suis focalisé sur le système de santé. Il est très clair que la marchandisation du système de santé, de l'industrie pharmaceutique, a créé des choses abominables. Un des exemples que je développe dans le livre, c'est ce qu'on appelle pudiquement la crise des opioïdes. C'est le fait qu'un laboratoire pharmaceutique aux États-Unis ait mis sur le marché, ou du moins étendu la prescription d'un antidouleur extrêmement efficace mais extrêmement addictif, qui a créé des générations d'addicts à ces substances et qui a créé une estimation basse, c'est 700 000 morts en 15 ans. Donc c'est énorme. Ça a été une des premières causes de mortalité aux États-Unis dans les années 2010, avant les armes à feu. Donc voilà, d'abord, cette affaire, elle a exposé cette question-là. Et quand j'ai parlé de ça, les premières réactions, voilà, la réaction dogmatique, c'est de dire oui, mais c'est pas intéressant parce que c'est une action individuelle. Ce qui compte, c'est les actions collectives. Et puis de toute façon, le meurtre, ça ne marche pas. S'en prendre à une seule personne du système capitaliste, ça fonctionne pas parce que le capitalisme, c'est une classe, donc c'est jamais une seule personne dont tu peux couper la tête. Et tout ça est vrai. Mais moi, ce que je dis et ce que j'essaie de défendre dans le livre, c'est que oui, mais parfois des individus incarnent une idée collective. Et je crois que Luigi Mangione, c'est ce qui s'est passé. Et y compris l'attraction qu'il a exercée. Donc des gens, par exemple, les articles de presse, de la presse mainstream en France disaient « Oui, mais en fait, tout ce tapage, c'est parce qu'il est beau gosse, c'est parce qu'il est musclé, etc. » Et effectivement, c'est quelqu'un qui correspond à des canons de beauté quasi universels. Et oui, ça joue un rôle. Mais en fait, même ça, c'est politique en quelque sorte. C'est-à-dire que l'attraction qu'il suscite de façon exagérée, enfin je veux dire, il est beau gosse, mais c'est pas Brad Pitt, quoi, en fait, elle est politique. C'est que c'est ce qu'il incarne, c'est ce qu'il a fait. Ça crée une forme de romantisme révolutionnaire, et le romantisme révolutionnaire joue un rôle dans les révolutions. Et moi, ce que j'ai essayé d'avoir, dans le livre, c'est cette approche aussi émotionnelle de la lutte des classes. La lutte des classes, c'est pas simplement je calcule mon taux d'exploitation et j'en tire les conclusions qui s'imposent. C'est comment je me sens humilié, comment je me sens représenté, qu'est-ce qui m'attire, par qui je me sens représenté, par qui je me sens pas représenté, qui va m'inspirer des comportements. Et cette dimension émotionnelle et esthétique de la lutte des classes, j'ai essayé de l'exposer un petit peu dans Saint Luigi, le livre. Et en fait, moi j'étais beaucoup... par exemple, comme plein de gens engagés, moi, ça m'agaçait beaucoup quand, pendant les campagnes présidentielles, des gens vont dire moi, j'aime pas Mélenchon parce qu'il est comme ci, comme ça, je n'aime pas. Et en fait, et souvent on bloque et on va dire non, mais ce qui compte, c'est les idées, c'est les programmes et tout. Et en fait, non, pas seulement. C'est vrai que les personnes incarnent des choses, y compris socialement. Et que tu as des gens, tu as une attraction pour eux parce qu'ils te représentent socialement. Tu as l'impression qu'ils te représentent socialement. Moi, je suis convaincu que le succès du RN est aussi lié à leur talent, quand même, à se travestir socialement, parce que c'est quand même un parti de soutien du grand patronat, mais à arriver à mettre en avant des figures qui vont incarner une sorte de proximité sociale avec les gens. Jordan Bardella, rien que le fait qu'il s'appelle Jordan, qui est un prénom d'origine anglo-saxonne, et les prénoms d'origine anglo-saxonne vont être beaucoup plus donnés dans les classes populaires et vont être énormément moqués et dénigrés par les classes diplômées, ça a joué un rôle énorme. Et c'est sans doute, et c'est triste et tragique, et on peut dire que c'est irrationnel parce qu'en fait les gens vont pas regarder le programme derrière, mais c'est comme ça que ça marche aussi. Et c'est aussi ça dont j'ai voulu parler, c'est-à-dire que l'attachement à un visage, par exemple celui de Luigi Mangione, le principal suspect d'un meurtre contre un patron, c'est politique. C'est pas, on peut pas séparer les deux en réalité. Un des arguments qui a été déployé contre la popularité d'une figure comme Luigi Mangione, c'est l'idée que oui, mais
par conséquent, quand des personnes sont mises en avant, elles vont être récupérées par la machine capitaliste qui se chargera pour des besoins marketing de la désarmer en quelque sorte. Et c'est effectivement ce qui arrive. Alors, un des exemples qui est souvent cité, c'est que l'espace d'une journée, le visage de Luigi Mangione a été utilisé pour une publicité sur le site de la marque de fast fashion Shein. Et en réalité, c'est marrant parce que ça a été le premier réflexe de la gauche a été de dire, enfin, du monde des anticapitalistes, des révolutionnaires, ça a été de dire, voyez, c'est bien la preuve que c'est une figure qui est récupérée par le capitalisme. En réalité, ce qu'a dit Shein, c'est que visiblement, euh, alors eux, ce qu'ils prétendent, c'est qu'ils sont pas à l'origine de ça. Ce qui fait qu'il y a une théorie qu'on peut pas éliminer et qui est marrante et intéressante, c'est que c'est peut-être un sabotage de l'intérieur. C'est peut-être un salarié de Shein qui s'est amusé à incruster Luigi Mangione. Et honnêtement, je connais pas mal de gens. Pourquoi je pense à cette théorie, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent j'ai mis un portrait de Luigi dans mon bureau, à la salle de pause, j'ai mis Luigi, j'ai mis ton bouquin, parce que moi sur le bouquin, il y a la tête de Luigi, j'ai mis ton bouquin en évidence alors que j'allais à telle réunion. Et en fait, ils se servent de la figure de Luigi, en gros, pour faire passer un message qui est assez drôle et qui est quand même de dire, faire passer un message assez supérieur en mode, bah tu vois, moi Luigi, j'aime bien. Ce qui est en fait une sorte de menace très très indirecte. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, sa figure a beaucoup été utilisée là-dessus. Et c'était marrant. Et si Luigi, c'est devenu un mème, parce qu'un mème, ça permet, par la distance de l'humour, de quand même faire passer un message, sans l'assumer complètement. C'est-à-dire que les gens qui mettaient des Luigi plein leurs réseaux sociaux, je pense pas que tous ils pensent qu'il faut tuer des PDG, mais ils aiment bien l'idée qu'il faut leur faire peur, par exemple. Et que ça devient une sorte de... que Luigi, c'est un peu le Halloween du capitalisme, quoi. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, c'est vrai que le capitalisme a digéré des figures. Et évidemment, l'exemple type, c'est les t-shirts Che Guevara. Che Guevara, révolutionnaire cubain, tué par une contre-guérilla soutenue par la CIA. 1967, 2000 soldats boliviens prennent au piège Che Guevara et ses derniers compagnons. Il est vite capturé et enfermé dans l'école d'un village. Que faire du Che? L'abattre ou le juger? L'institutrice du village lui apporte de quoi manger. Elle en profite pour lui demander pourquoi il est venu combattre en Bolivie alors qu'il possédait une haute position à Cuba. Pour mes idéaux, répond-il. Le président de la Bolivie donne le feu vert pour son exécution. Qui devient ensuite un objet publicitaire, évidemment, c'est rageant. Et ça sera ni le premier ni le dernier, ça existe. L'imaginaire, d'ailleurs c'est flagrant comment même le cinéma hollywoodien, même la publicité, utilise l'imaginaire révolutionnaire, de l'émeute. Je me souviens d'une pub Ray-Ban ou Levi's, voilà, de marques un peu glamour comme ça, qui mettaient un couple enlacé au milieu d'une charge de flics aux États-Unis ou de CRS en France. Voilà. Il y a énormément d'exemples comme ça. Leclerc qui a recyclé les affiches de mai 68 pour faire la promotion de sa guerre contre la vie chère. Enfin, c'est évident. Mais en même temps, ça traduit le fait que les capitalistes et les marketeurs savent que l'imaginaire révolutionnaire crée une libido particulière sur lequel qu'ils peuvent utiliser eux. Et est-ce que parce que nous utilisent, ou en tout cas utilisent cet imaginaire, on doit le laisser tomber? Ben non, ça serait une attitude défaitiste. Et ça, pour moi, ça, c'est vraiment des attitudes sectaires. C'est-à-dire, à partir du moment où tes adversaires ont touché un bout de ce qu'est ton héritage, tu leur laisses. Enfin, et en faisant ça, on leur laisse tout. Et ça, je pense qu'il faut se battre pour garder un certain nombre de nos symboles et pas leur laisser. Ça, c'est une première chose. D'ailleurs, c'est pas parce que un tel touche ton truc que ton truc appartient à un tel. C'est le cas des figures, même Ernesto Guevara. Enfin, moi, je pense que c'est une figure qu'on peut continuer d'utiliser, qui incarne quelque chose, en fait, il incarne le glamour et la pureté, ou en tout cas le désintéressement du révolutionnaire, avec son style, ses vêtements, etc. Et bah, c'est pas rien. Enfin, c'est évidemment que ça crée un imaginaire. Évidemment, il faut faire gaffe comment on l'utilise, parce que s'il y a des symboles, il y a des symboles qui deviennent folkloriques. Quand un symbole devient folklorique, il perd de son efficacité, parce que ça devient une caricature. Mais ceci étant dit, non seulement je pense qu'il faut tenir ferme sur nos symboles, et on pourrait discuter même le débat récurrent, c'est celui du drapeau français, par exemple. Drapeau français, symbole utilisé par les Gilets jaunes, en référence à la Révolution 1789, ou en tout cas à l'atmosphère révolutionnaire, parce qu'en fait sur les tableaux qui montrent des révolutionnaires, notre imagerie des révolutionnaires, il y a le drapeau français en permanence. Et c'est un drapeau, alors l'histoire du drapeau français en fait est pas si nette, c'est un compromis avec la royauté, enfin voilà, moi évidemment je préférerais le drapeau rouge. Mais
Typiquement, ce symbole-là, tel qu'il est utilisé par les Gilets jaunes, moi je me souviens d'avoir eu un débat à un rond-point le 10 septembre. Moi j'étais assez partisan quand même de mettre et des drapeaux de Gaza et des drapeaux français. Évidemment que des gens très socialisés à l'extrême gauche ils disaient tu peux pas mettre le drapeau colonial quoi. J'étais ah bah ouais, c'est le drapeau colonial, mais c'est aussi le drapeau des Gilets jaunes. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur laisse ou est-ce qu'on le prend? Et je ne suis pas définitif, hein. Je suis prêt sur l'histoire du drapeau, je suis prêt à en parler. Je ne suis pas un fan du drapeau français et c'est pas le drapeau que j'ai à mon balcon. C'est le drapeau de la Palestine. Mais voilà, faut être malin par rapport à ça. Et donc en fait, non seulement il faut tenir ferme sur nos symboles, mais en plus, faut pas hésiter d'aller choper, d'aller prendre dans la culture mainstream des choses qui peuvent nous servir. Et c'est ce qui s'est passé avec le drapeau de One Piece. Même si One Piece, c'est pas une œuvre ultra-capitaliste et tout, c'est quand même inséré dans un système marchand, évidemment. Évidemment que ça génère du profit, One Piece. Pour autant, ces symboles qui sont utilisés dans des mouvements sociaux à travers le monde, c'est une bonne chose. Et on va pas leur dire, ah non, utilisez pas ça parce que ça a été touché par les capitalistes. Évidemment que non. Donc, en fait, on prend des choses qui sont déjà signifiantes et on les investit d'un nouveau sens. Je pense que ça, c'est une attitude assez conquérante qu'on peut avoir, et c'est pour ça que quand bien même Luigi aurait été instrumentalisé vraiment par la direction de Chine pour espérer vendre sa chemisette qui doit tenir deux lavages, c'est pas pour autant que ce symbole du questionnement sur que faire de la violence contre le capitalisme doit être laissé de côté.